Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est Lex Inside. Au programme de ce numéro, on va parler des tendances en matière de propriété intellectuelle. On parlera également de la responsabilité des États et des organisations internationales pendant cette pandémie. Et enfin, du greenwashing, à quoi s'attendre pour 2022. Pour débuter cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Blo, président de La Voix, pour parler des tendances en matière de propriété intellectuelle. Philippe Blo, bonjour. Bonjour. Alors, quelles sont les tendances que vous observez actuellement ? Alors, définir des tendances actuellement est assez difficile puisqu'on sort, en tout cas on l'espère, de la pandémie où il y a eu des effets quand même très très forts, en particulier sur le nombre de dépôts de marques et sur tout ce qui est lié à l'activité marque, qui est toujours très très sensible à l'activité économique, donc avec des baisses très fortes pendant cette période et un redémarrage. En brevet, l'activité a été relativement stable en fait. Par contre, on a constaté des évolutions entre la répartition des différents titres, et en particulier, même si on ne pouvait pas l'imaginer, les premiers dépôts ont plutôt augmenté. Donc, c'est-à-dire que les inventions ont continué à être protégées. En revanche, compte tenu des peurs vis-à-vis des investissements en cette période un petit peu mouvementée, les extensions à l'étranger qui sont coûteuses ont plutôt diminué. Ça dit quoi du marché ? Ça dit que le marché croit à l'innovation, en fait, et croit à la protection des innovations, mais que les contraintes budgétaires dans les entreprises, et en particulier dans certains domaines comme le domaine des transports, l'aéronautique, ont conduit à des réductions budgétaires qui se sont impactées plutôt sur les dépôts étrangers que sur les dépôts, les primo-dépôts. Est-ce que vous notez des changements importants qui sont intervenus par rapport à l'an passé ? Alors, il y a des évolutions sur le marché. En fait, l'an passé, c'est peut-être pas la bonne échelle, mais sur plusieurs années, avec une segmentation de ce qu'attendent les clients. En fait, on a sorti, nous, au sein des cabinets, des prestations différenciées, des prestations qu'on a appelées premium, plutôt haut de gamme, avec beaucoup de services, et des prestations essential, qui sont centrées principalement sur le prix, avec un service plus réduit, et qui permettent aux clients de choisir avec le même conseil différentes gammes de produits. On a aussi des demandes très fortes des startups, en fait. Dans quel domaine ? Alors, les startups, c'est beaucoup dans le domaine de l'IT, également dans le domaine de la biologie. Et donc, pour adresser ces marchés avec des clients qui, pour nous, sont très différents des multinationales, en fait, on propose maintenant des systèmes d'abonnement qui permet en fait aux startups de bénéficier d'un spécialiste de propriété industrielle intégré à leur entreprise, même s'il reste extérieur, et de pouvoir poser toute question à tout moment. En tout cas, on a l'impression que le marché demande de plus en plus de produits adaptés à des clientèles spécifiques. Pour terminer, quelles sont les perspectives à venir dans les prochaines semaines ? Alors, la perspective, c'est une perspective qu'on attend depuis 30 ans, mais je pense que là, on s'en approche. C'est l'arrivée du brevet à effet unitaire et de la juridiction unifiée des brevets. Donc, ça va être très intéressant d'un point de vue juridique, de sa mise en place, puisqu'il y a encore des doutes sur un certain nombre de choses. Et puis, ça va être une réflexion importante pour les déposants, donc de savoir s'ils vont bénéficier de cet effet unitaire ou si au contraire ils vont le fuir, puisqu'en fait ce système nouveau peut faire un petit peu peur en fait. Et donc on voit une réflexion importante qui se pose là-dessus avec des conclusions souvent assez divergentes d'ailleurs. On va suivre tout ça avec intérêt. Merci Philippe Blo d'être passé sur notre plateau. Merci à vous, au revoir. Vous êtes toujours dans Lex Inside sur Décideur TV. On va parler de la responsabilité des États et des organisations internationales du fait de la pandémie. Et pour évoquer le sujet, j'ai le plaisir de recevoir Sarah Casella, professeure en droit public à l'Université du Mans. Sarah, bonjour. Bonjour. Alors, quelles sont les problématiques de droit international qui ont été révélées par la pandémie du Covid-19 ? Alors, une problématique immédiate, il existe un certain nombre de règles de droit international qui auraient pu, sinon permettre d'éviter la pandémie, au moins de limiter les dommages, et pourtant, elles n'ont pas été appliquées ou pas correctement appliquées. Pourquoi ? C'est clairement la première question.
Puis quelques problèmes un peu plus indirects, mais aussi fondamentaux. Faudrait-il que l'Organisation mondiale de la santé soit la tête pensante et le coordinateur de l'action internationale? Peut-on continuer à prendre en compte en droit international la santé publique essentiellement comme exception aux règles de la libre circulation? Des questions à plus long terme. Alors, d'autres questions naissent de cette pandémie, alors notamment les obligations internationales qui auraient dû être respectées par les États et les organisations internationales. En l'espèce, quelles sont-elles? Tout d'abord, celle du règlement sanitaire international de l'Organisation mondiale du commerce, qui lie à peu près tous les États, presque tous les États, et qui, en situation d'urgence, doivent savoir détecter des problèmes de santé, doivent surveiller, doivent surtout informer très rapidement de n'importe quel problème de santé qui puisse potentiellement être une urgence, l'Organisation mondiale de la santé, les autres États. Bon, on a bien vu qu'il y a manifestement eu quelques retards, mais même à plus long terme, c'est-à-dire que les États se sont engagés à mettre en place des systèmes sanitaires capables de supporter et de répondre efficacement à ce genre de situation. On a vu que c'était compliqué. C'est compliqué pour à peu près tous les États. Alors, quelles sont les particularités de la pandémie du Covid-19 en termes de responsabilité internationale? Eh bien, la grande particularité est qu'il s'agit de la réalisation d'un risque global, c'est-à-dire qu'il existe plusieurs causes à l'origine de cette pandémie, à la fois naturelle, mais aussi qui mêlent l'interaction entre action et omission de toute une série d'acteurs, qu'il s'agisse d'États, organisations internationales, personnes privées. Et la deuxième caractéristique du risque global est qu'un événement à partir d'un lieu précis est susceptible de causer des dommages planétaires. Très précisément, ce que l'on a vu, c'est parti de Chine et pourtant, ça s'est propagé partout dans le monde. Alors, en termes de responsabilité, quels sont les problèmes que cela cause? D'abord, un problème de causalité. C'est-à-dire, quels faits allons-nous prendre en compte pour engager une responsabilité? Si je prends l'exemple de la Chine, en tout cas de là où a eu origine la pandémie, eh bien, un défaut de communication, de prise en compte des lanceurs d'alerte très rapide, ça c'est au moins établi, même si on ne connaît pas exactement l'origine. Là, c'est assez facile de le lier ensuite aux dommages qui ont été produits. Bien. Mais prenons des décisions plus anciennes, comme par exemple la décision de la France de détruire son stock stratégique de masse qui a eu lieu des années auparavant. Peut-on considérer qu'in fine, ça a participé aux dommages qui ont été produits? On voit bien que c'est beaucoup plus compliqué. Ensuite, il faudrait aussi pouvoir engager les responsabilités conjointes, ou en tout cas concurrentes, de toute une série d'acteurs. Aujourd'hui, on ne dispose pas en droit international d'un régime juridique qui permette de faire cela. Alors justement, comment en l'état actuel du droit international, vous dites que c'est compliqué, mais est-ce qu'on pourrait mettre en cause la responsabilité des différentes responsabilités partagées des différentes entités qui ont participé à cette prise de décision pendant la Covid-19? Alors la question s'est posée très concrètement puisque dans un certain nombre d'États, il y a eu des actions à l'encontre de la Chine, par exemple, ou de l'Organisation mondiale de la santé. Ça a été le cas aux États-Unis. Simplement, il y a une règle de droit international très claire qui est l'immunité de juridiction des États et des organisations internationales. Et donc, les juges doivent se déclarer incompétents. En revanche, des individus peuvent très bien essayer d'engager la responsabilité de leur État. On l'a vu, il y a des actions en France, il y en a à peu près dans tous les États. Mais au niveau international, on n'a aucun juge qui soit compétent pour juger de toutes les responsabilités. Donc le juge serait nécessairement amené à juger seulement un responsable et on voit bien que c'est tout à fait insuffisant. On va terminer là-dessus. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci à vous. Merci bien. Vous êtes sur Décideur TV, toujours dans Lex Inside et je suis en compagnie de Virginie Coursière-Plouns, associée chez PDGB. Virginie, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que le greenwashing? Alors, on parle de greenwashing ou d'éco-blanchiment quand une entreprise met en avant ses produits ou sa politique d'entreprise en disant qu'elle est particulièrement respectueuse de l'environnement ou a un impact sur l'environnement, alors qu'en réalité, l'argument écologique est utilisé de manière un peu abusive. Donc le greenwashing, ça va être par exemple le fait d'utiliser des allégations qui sont fausses,
des allégations qu'on ne sait pas vraiment démontrer, des allégations qui sont un petit peu ambiguës ou même juste exagérées en réalité. Ce greenwashing, il passe par les mots, mais il va passer potentiellement par les visuels. Tout à coup, un paquet qui est devenu vert. On voit le verdissement du paquet, on voit un logo qui tout à coup prend des éléments de nature, ou alors même parfois l'utilisation de labels un peu fictifs. Et l'enjeu, en réalité, c'est non seulement de protéger le consommateur, mais de laisser aussi leur avantage concurrentiel aux entreprises qui, elles, sont véritablement vertueuses. Quelles sont les dérives qu'on a pu observer ces derniers temps? Alors, tout début 2021, la Commission européenne a dit qu'elle avait fait une enquête en 2020 avec les autorités de protection des consommateurs au niveau national, qu'elle avait regardé 350 allégations, que sur ces 350, il y en a à peu près la moitié qui pourraient compter comme des allégations commerciales trompeuses, donc c'est beaucoup. Oui, c'est important. Elle n'a pas donné d'exemple, elle a plutôt pour l'instant renvoyé les autorités nationales à aller voir les entreprises concernées, mais il y a des dérives qui reviennent souvent, c'est-à-dire il y a des termes un peu globalisants, tout d'un coup les produits deviennent bio ou verts ou écologiques. Ça, c'est vraiment un des aspects assez importants du greenwashing qui laisse entendre que finalement le produit est globalement un impact favorable sur l'environnement, alors que le plus souvent, on a réduit un impact qui était négatif en réalité. Il y a aussi le fait d'utiliser un argument qui va dire, par exemple, ma bouteille est recyclable. Or, toutes les bouteilles sont recyclables. Donc, on se prévaut de quelque chose qui en fait, est soit commun à tout un secteur d'activité, soit, en fait, résulte de l'application d'une loi. Et il y avait un exemple assez amusant aussi de politique d'entreprise qui avait fait du greenwashing, alors amusant, enfin en tout cas interpellant. Il y a quelques années, une entreprise du secteur de l'énergie avait fait une campagne de publicité pour annoncer qu'elle investissait beaucoup dans la R&D pour des produits meilleurs pour l'environnement, plus verts. Et en fait, il s'est avéré qu'elle avait dépensé davantage en publicité qu'en R&D pour en réalité, voilà, exactement. Alors, est-ce qu'il y a un encadrement juridique à ce phénomène? Oui, il y a un encadrement juridique. Depuis 2015, quand vous mettez en avant un argument environnemental, il faut que vous expliquiez au consommateur, vous lui donniez les principaux impacts environnementaux du produit. Quels sont les bénéfices? Oui, quels sont les bénéfices sur l'environnement du produit? Alors ça, donc c'est une loi de 2015 qui a été assez moyennement appliquée, soyons honnêtes. En 2020-2021, le législateur a véritablement renforcé l'encadrement. Donc 2020, c'est la loi anti-gaspillage économie circulaire. 2021, c'est la loi climat et résilience. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a renforcé la sanction pénale. Donc clairement, aujourd'hui, expressément, le fait d'alléguer un impact positif de son produit, de son service sur l'environnement ou une politique particulière favorable à l'environnement, si ce n'est pas vrai, c'est une pratique commerciale trompeuse. C'est réprimé pénalement assez fortement pour les entreprises comme pour les personnes physiques. Et la sanction est même encore rehaussée quand il s'agit d'allégations environnementales. Dans ces deux lois, donc 2020-2021... En un mot, il y a aussi certaines allégations spécifiques qui sont devenues très réglementées. On ne peut plus du tout dire qu'un produit est respectueux de l'environnement. Si on dit qu'un produit est recyclé, il y a certaines conditions. On ne peut plus dire qu'un produit est neutre en carbone non plus, sauf à démontrer... je vous passe les détails des conditions, mais c'est devenu extrêmement strict. Et la commission aussi s'est saisie du sujet. À la suite de son enquête, elle a un projet de règlement sur ces questions-là. Pour terminer, quelles sont les solutions envisageables ou attendues? Le cadre juridique, il est en place. Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est beaucoup d'enquêtes de la DGCCRF. Donc, en 2022, les entreprises ont intérêt à ce que, quand elles ont des messages de nature environnementale, à ce que le message soit clair, qu'il soit évidemment vrai, qu'il soit proportionné. Et pour ça, elle peut s'aider de deux éléments. Déjà, les recommandations de la RPP, qui est l'autorité de régulation de la publicité, et puis un guide qui a été édité par le ministère de l'économie, qui s'appelle le guide pratique des allégations environnementales.
La dernière édition, c'est 2014, mais ils remettent à jour là, en 2022. Donc, à suivre. Les entreprises sont prévenues. Merci pour cet éclairage. Merci à vous. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Lex Inside.